Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un Unterfeldwebel intégré au sein du 3e régiment de Fallschirmjäger pendant la bataille de Monte Cassino. Mais avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de voir un uniforme avec des insignes non censurés. Ceci est une volonté de ma part, une volonté historique. Vous pourrez aisément me contredire avec des photos d'époque, mais rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'un élément a été pris en photo une fois qu'il était réglementaire, ou à l'inverse, ce n'est pas parce qu'un élément n'est pas en photo qu'il n'a jamais existé. Du moment qu'il n'y a pas d'anachronisme dans l'objet, tout ira bien. Si vous avez des remarques à formuler, c'est peut-être que vous êtes plus expert que moi sur le sujet, ainsi donc je vous invite à échanger dans les commentaires. Vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cet uniforme dans la description, sous forme de kit list avec le timing correspondant. Après les différents débarquements alliés en Sicile et en Italie, le front italien n'avance plus. Malgré une armée allemande réduite, il n'est cependant pas bien compliqué de défendre la botte italienne, celle-ci étant relativement étroite. L'Italie ayant capitulé, elle a théoriquement rejoint les Alliés, mais la plupart des troupes italiennes ont été désarmées ou mises hors de combat par les Allemands. La péninsule italienne est férocement défendue par une série de fortifications utilisant les reliefs naturels en plus de champs de mines et de réseaux de barbelés. La plus redoutable de ces lignes de fortification pour protéger Rome est la ligne Gustave, qui s'appuie sur la région montagneuse dont le verrou est constitué du massif fortifié du mont Cassin, ou Monte Cassino dans la langue originale que je vais employer. Les Alliés engagent à l'origine une division blindée et 6 divisions d'infanterie, puis par la suite 3 divisions blindées et 13 divisions d'infanterie, soit 300 000 hommes. Les Allemands ont au début 4 divisions de Panzer et 5 divisions d'infanterie, auxquelles s'ajoute par la suite une division de Panzergrenadier et 5 divisions d'infanterie, soit 100 000 hommes. La hauteur sur laquelle se trouve le monastère, 516 mètres, est la clé du dispositif défensif allemand. La première division parachutiste d'élite des Fallschirmjäger, soutenue par des bataillons d'infanterie, et le 14e Panzerkorps sont chargés de sa défense. Le 15 janvier 1944, le 2e corps américain du général Keyes prend le mont Trocchio avec le soutien du corps expéditionnaire français. Ce CEF était essentiellement composé de troupes de l'armée d'Afrique, commandées par le général Juin, engagé sur le front d'Italie aux côtés des Américains depuis décembre 1943. Le 17 janvier débute le premier engagement du Monte Cassino, qui se solda par un échec des Alliés, la lutte étant plus rude que prévu. La 34e division d'infanterie US était à 2 doigts d'atteindre le monastère, clé du dispositif, en étant à 300 mètres seulement de l'objectif. Ce terrain gagné sera reconquis par les Allemands au début de février. En parallèle, un débarquement à Anzio a pu se faire, mais les troupes US sont rapidement immobilisées. Quant à lui, le CEF n'a pas pu s'emparer de son objectif du mont Santa Croce et du Carella. Malgré cela, il a pu enregistrer de nombreux succès sur un terrain particulièrement difficile, permettant une avance de 15 km dans les lignes à certains endroits et de capturer près de 1200 Allemands. Le CEF, avec ses tirailleurs nord-africains, fut le seul, en janvier 1944, à sérieusement menacer la ligne Gustave. Succès remarqué par le général de Gaulle, mais négligé par l'état-major anglo-américain, persistant sur le Monte Cassino. La deuxième bataille du Monte Cassino a lieu du 15 au 18 février 1944. Elle débuta par le bombardement du monastère, qui fut rasé, pensant à tort que les observateurs allemands se trouvaient sur les toits. Grave erreur, cela a permis aux Allemands d'en faire une véritable forteresse. Le mauvais temps stoppe toute progression le 18 février, pour reprendre ensuite le 14 mars, pour finir par s'enliser de nouveau, le corps néo-zélandais devant se retirer une fois de plus. Du 11 au 19 mai ont lieu simultanément les 3e et 4e batailles du Monte Cassino, la bataille des Français et celle des Polonais. Les Alliés préparent une nouvelle offensive en redéployant la 8e armée britannique et le corps expéditionnaire français en secret. En effet, le général Juin a réussi à imposer son plan à l'état-major anglo-américain, surtout que les défenses du Monte Cassino ont été renforcées. C'est donc par la montagne que le danger arrivera, à travers les monts Aurunci à 25 km au sud-ouest de Cassino, considérés par les Allemands comme impénétrables aux armes. La 8e armée est composée de Polonais, de Canadiens, de Britanniques. La 5e armée est composée du corps français et d'Américains, et ces deux armées doivent permettre de couper les positions arrière de l'ennemi, pour envelopper toute la ligne Gustave. Les Français devaient déborder grâce à l'aptitude au combat en montagne des tirailleurs et goumiers du général Guillaume. L'offensive générale se déclenche le soir du 11 mai 1944, à la grande surprise des Allemands.
Les Marocains du CEF se distinguèrent en prenant plusieurs monts à la suite, donnant aux Britanniques une leçon d'audace. Globalement, tout le CEF entame le dispositif de défense allemand de la ligne Gustave, facilitant la progression des Britanniques et des Américains. Kesselring, le défenseur allemand du Monte Cassino, ordonne à ses troupes de laisser Cassino de côté, ayant peur de se faire déborder par les Français. Ce sont les Polonais qui s'empareront des ruines du monastère du Monte Cassino le 18 mai 1144. Débarqués en Sicile en juillet 1143, 50 000 soldats du 2e corps polonais ont participé à la campagne d'Italie et prirent part à une bataille parmi les plus rudes de toute la campagne d'Europe. Au final, 115 000 alliés furent tués ou blessés. Les Allemands perdirent a priori 60 000 hommes. Le général Kesselring écrivit « Les Français et surtout les Marocains ont combattu avec furie et exploité chaque succès en concentrant immédiatement les forces disponibles sur les points qui faiblissaient. » L'uniforme que vous allez découvrir comporte des éléments principalement récupérés du front africain, les Fallschirmjäger du 3e régiment ayant pu récupérer des équipements de la division Hermann Göring en Sicile, notamment le FJR-5 qui fut engagé en Afrique du Nord, avant de rejoindre la Sicile. Arrivé sur place, le FJR-3 s'est rapidement rendu compte que les uniformes en laine n'étaient pas adaptés au climat chaud, comme la Sicile et l'Italie, d'où le dépannage probablement opéré au niveau des équipements estivaux. Le pantalon M41 est apparu à l'ouverture du front africain. Il était évident que le pantalon M38 classique n'était pas utilisable par les températures arides. Ainsi, il fut décidé de prendre un pantalon en toile, sur lequel une poche a été ajoutée sur la cuisse gauche. Des poches latérales et sur les fesses sont toujours disponibles pour contenir du petit matériel personnel. Il se ferme à l'aide d'une ceinture intégrée qui se serrera par une boucle et des passants. Mais il ne sera pas possible de porter une ceinture en complément, les passants étant absents à la hanche pour cet usage. Il sera possible de porter des bretelles avec, mais elles ne furent que peu utilisées, voire même pas du tout. Le bas du pantalon pourra se serrer pour soit plaquer le pantalon dans les bottes de saut, soit le serrer par-dessus pour éviter que le sable ne rentre dans les bottes. Il existe deux types de bottes de saut spécialement conçues pour les parachutistes. Le modèle le plus répandu est le second type, le premier type étant spécifique pour les débuts de la guerre. Ce dernier disposait d'un laçage latéral, lorsque le second type, présenté ici, comporte un laçage frontal avec deux paires de 12 œillets. Le deuxième type ici présenté a été développé en 1939, bien qu'on puisse retrouver des premiers types tout au long du conflit en fonction de l'écoulement des stocks. Les deuxièmes types avaient comme principal défaut d'avoir des semelles totalement lisses, rendant compliqué leur utilisation sur certains terrains, comme l'herbe mouillée par exemple. Certains parachutistes utilisaient des méthodes terrain pour éviter cet inconvénient, mais je vous présente ici des effets réglementaires. La chemise tropicale M41 est apparue en même temps que le pantalon M41 pour des environnements chauds. Il existait deux modèles de chemises, une comme ici se fermant par 4 boutons sur le haut du torse, copiée sur la chemise tropicale de la Hare, et l'autre chemise tropicale était boutonnée sur l'ensemble de l'avant. Le dernier bouton pouvait ne pas être fermé, car notre soldat ne porte ni cravate ni croix de fer. Deux poches sont placées sur la poitrine pour permettre de transporter un solbourg, un portefeuille et du petit matériel personnel. Ce type de chemise pouvait être porté sans forcément avoir une vareuse par-dessus, d'où la présence de passants pour mettre des pattes d'épaule. Sur la poitrine droite aura cousu un aigle de poitrine de la Luftwaffe, sur un fond triangulaire qui empiète plus ou moins sur la poche. Les pattes d'épaule révéleront la Waffenfarbe, ici en jaune pour les chasseurs, et le grade du soldat, ici Unterfeldwebel ou sergent-chef. Notre soldat aura acheté une montre Luftwaffe avec sa solde, pour pouvoir coordonner les actions à mener avec ses hommes. Apparue en 1942 sous cette forme, la blouse de saut type 3 fut portée en Afrique du Nord, Sicile, puis Italie comme ici. La blouse M38 est aussi appelée premier type, la M40 deuxième et la M42 présentée ici est donc le troisième type, camouflé ici en splinter ou camouflage grand éclat. Elle se distingue des deux types précédents par la séparation du short en bas pour intégrer des boutons pression pour permettre de porter la blouse le long des jambes. Elle dispose de 4 poches sur l'avant, de au niveau des épaules, de au niveau des hanches, qui se ferment par une fermeture zip. À l'arrière, un emplacement pour un lance-fusée et un passant pour placer la pelle seront disponibles. Sur les manches, 2 épaisseurs et des boutons pression seront disponibles pour fermer la blouse au maximum pour le saut en parachute. Mais notre soldat a choisi de ne pas les attacher pour laisser un maximum d'air rentrer dans la blouse. Elle se ferme à l'avant par 6 boutons, mais seuls 5 seront utilisés, celui du haut restant ouvert. Un aigle de poitrine sur fond bleu se retrouvera cousu, mais il pourra aussi avoir un fond camouflé ou gris. La casquette M43 est apparue après l'utilisation de la casquette tropicale en Afrique du Nord dès 1941. Ainsi, il fut décidé de convertir le calot en laine en version casquette en rajoutant une visière. Les soldats pouvaient donc se protéger du soleil, mais aussi se protéger les oreilles lorsqu'ils mettaient le rabat sur le visage. Les boutons de verrouillage sur l'avant pouvaient verrouiller le rabat à la fois sur la casquette, mais aussi sur la bouche. Deux modèles étaient disponibles au sein de la Luftwaffe pour la casquette M43, une avec un seul bouton et ici avec 2 boutons.
L'aigle de la Luftwaffe surmontera la cocarde tricolore nationale sur le haut de la casquette. Apparu à partir de 1941, le calot tropical spécifique pour la Luftwaffe est ici un reste d'Afrique du Nord. Il permettait de se couvrir la tête en cantonnement ou au repos. La cocarde nationale est cousue sur l'avant, surmontée d'un insigne comportant un aigle spécifique pour la Luftwaffe. Ce type de calot sera porté par les hommes de la troupe et les sous-officiers, les officiers ayant leur propre type de calot tropical. Le Fallschirmhelm est le casque créé spécifiquement pour les parachutistes allemands. C'est une version adaptée du casque M35 de la Wehrmacht, donnant ainsi le casque M38. Les rabats du M35 ont été coupés, de manière à ne pas se prendre dans les suspentes du parachute lors du saut. L'intérieur aura également été modifié pour éviter au maximum le risque de blessure et sera donc renforcé. Une jugulaire renforcée sera installée pour un meilleur maintien. La couleur du casque est le bleu-gris et il sera ici complété par un filet de camouflage. Certains casques étaient même dotés d'un revêtement en béton afin de supprimer les reflets. Le fond du liner a été volontairement ouvert de manière à ce que le casque soit davantage enfoncé sur la tête. Notre casque comporte toujours les deux décalcomanies du début de la guerre, tous les parachutistes n'ayant pas enlevé leur blason tricolore lors de la nouvelle directive de 1940, ceux-ci étant relativement libres de gérer leur équipement. Le parachutiste allemand était équipé de manière assez légère, mais pour le moins efficace. Chaque soldat pourra avoir sa spécialisation et donc du matériel particulier en fonction de son rang, de sa spécialité et de son arme. Notre soldat a ici hérité d'un ceinturon en toile monté d'une boucle spécifique pour la Luftwaffe, fraîchement repeinte en vert. Aucun porte-chargeur n'est encore transporté, vous les verrez plus tard. Notre soldat étant un sous-officier, il était donc en droit de porter une arme de poing. Nous retrouvons donc un holster en cuir noir sur le flanc gauche. Ici, un Walther P38 sera transporté, pistolet remplaçant le Luger P08 vieillissant. Chaque soldat pouvait percevoir une baïonnette Moser, pour mettre au bout de son fusil ou pour utiliser comme arme blanche. La pelle pliante est apparue pour remplacer la pelle droite, jugée compliquée à transporter sur le brelage. Le sac à pain est ici un modèle bleu utilisé par la Luftwaffe depuis sa création. Il est doté de 2 anneaux et de 2 passants pour pouvoir y fixer ici la gourde sur le côté droit. Un bidon de 1 litre est ici entouré d'une housse en feutre brune. Un quart en bakélite est placé sur le sommet, retenu par une sangle en toile, elle-même reliée au bouchon, qui permet de fixer la gourde sur le sac à pain à l'aide d'un crochet. Une gourde classique fait 75 centilitres, c'est ici un modèle spécial utilisé également par les infirmiers et chasseurs alpins. Les porte-chargeurs à 6 compartiments furent les premiers porte-chargeurs fabriqués pour la Luftwaffe pour le MP38, qui fut développé pour les équipages de véhicules et pour les parachutistes. Ces porte-chargeurs étaient plus faciles à mettre en œuvre pour les parachutistes, qui étaient largués sans leur armement, car une sangle permettait de passer l'équipement en bandoulière. Cependant, cet équipement ne fut que très rarement vu au combat, celui-ci étant relativement contraignant et diminuant la mobilité du soldat. Il s'agit ici d'une reproduction qui aurait été passée à la javel, puis reteintée en bleu couleur jean pour donner une couleur plus réaliste que le bleu marine d'origine. Divers modèles étaient disponibles pour cet équipement, et des modèles avec des sangles en toile semblent avoir été fabriqués. Les porte-chargeurs classiques étant les 2 porte-chargeurs de 3 compartiments, dont un des 2 côtés disposera d'une petite pochette pour la chargette. La Luftwaffe a perçu des porte-chargeurs couleur bleue, mais on retrouvera également des modèles classiques en toile brune ou beige. Des pattes munies de crochets pourront être accrochées à un éventuel brelage, mais notre soldat a ici choisi de ne pas en porter. Le porte-chargeur sera ici utilisé pour transporter les chargeurs du Beretta M938A italien, qui est des chargeurs du même format que les chargeurs du MP40. Le pistolet mitrailleur Beretta M938A est l'évolution du Beretta M938 et est le premier pistolet mitrailleur italien à avoir vu le jour en 1938. Distribué en petite quantité durant la Seconde Guerre, il était réputé pour être fiable et précis, sa cadence faible le permettant d'être maniable en automatique, avec en plus un faible recul à cause de son poids, 5 kg une fois chargé. Son chargeur a une contenance de 40 cartouches de 9 mm en double colonne, et il est doté de 2 détentes, celle à l'avant est pour le tir en semi-automatique, celle à l'arrière permet le tir en automatique. Le Beretta M938A était une version simplifiée du 1938, en ajoutant un compensateur à fente et en supprimant le tenon de baïonnette. Il fut distribué à 15 000 exemplaires environ. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque Snowwolf, refaite par mes soins. Vous pouvez retrouver le lien de la review dans la description de cette vidéo. Si la bataille de la Crête était le symbole de l'assaut aéroporté, la bataille du Monte Cassino fut le symbole de la défense des parachutistes allemands de la 1re division de Fallschirmjäger, dont fait partie le 3e régiment. Le Beretta M938A italien fut dérivé après en 3 variantes, le Beretta 3842, le 3843 et le 3844, devenant de plus en plus simplifié au fil des versions. Mais la version 3844 ne fut pas utilisée par la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre, l'Italie ayant changé de camp entre-temps. Cependant, il était beaucoup plus courant de voir la version M938A plus largement distribuée pendant le conflit.
Bien sûr, notre Fallschirmjäger pouvait porter plus de matériel, tel que le brelage léger, qu'il soit en toile ou en cuir noir, ou un étui à masque à gaz, qu'il soit en fer ou en toile. Une gamelle et un Sturmgepäck pourront également être transportés par notre soldat, mais celui-ci a choisi de ne transporter que le strict minimum, le reste étant resté au cantonnement. Comme le FG42 avait des chargeurs volumineux, certains paras jugeaient plus judicieux de n'avoir qu'un seul chargeur et d'avoir la bandoulière réservée au Moser pour transporter les lames chargeurs de 5 cartouches, également compatibles pour les FG42. De cette manière, le poids transporté était moins important, mais cela réduisait considérablement le nombre de cartouches disponibles. Il existait plusieurs modèles de cartouchières pour Moser pour Fallschirmjäger. Vous avez ici la version Splinter ou Grand Éclat avec une lame chargeur avec des cartouches neutralisées. Cependant, les paras allemands pouvaient aussi disposer de la cartouchière en bandoulière spécifique au FG42. Les cartouchières de FG42 pouvaient contenir 8 chargeurs de FG. Cela permettait de pouvoir recharger rapidement son arme, contrairement à l'utilisation des lames chargeurs, un peu plus laborieuses à utiliser. En revanche, cette configuration entraînait un poids très important à transporter. Les poches sont fermées par 2 boutons pression et les chargeurs sont stockés horizontalement. Lorsque vous constituez votre uniforme, veuillez à remplir vos poches. Des compartiments vides rendent un effet on ne peut plus moche. Ainsi, utilisez des faux chargeurs en bois si vous ne pouvez pas avoir des chargeurs de FG42 en reproduction. Les cartouchières sont maintenues collées contre le ceinturon grâce à une patte de fixation, fermée grâce à un bouton pression. Le Fallschirmgewehr 42 a été étudiée et produite spécifiquement pour les Fallschirmjäger. Cette arme devait être multi-rôle, c'est-à-dire pouvoir remplacer à la fois les fusils, les pistolets mitrailleurs et les mitrailleuses légères, tout en restant léger pour le saut en parachute. Le FG42 a été construit et déployé en petite quantité à partir de 1943 jusqu'à la fin de la guerre. Le FG42 type E que vous voyez ici est une caserne fabriquée par le fabricant japonais Shoei. Vous retrouverez le lien de la revue complète dans la description. Le FG42 était équipé d'une baïonnette copiée sur le MAS 36 français, et un bipied permettait d'améliorer sa stabilité. En revanche, le tir en rafale n'était pas conseillé avec le bipied, celui-ci n'étant pas assez solide pour supporter le choc brutal développé par le recul trop important pour cette arme. Il est assez répandu de penser que les cartouchières de FG42 étaient rares sur le terrain, mais il existe de nombreuses photos démontrant le contraire. Il fut également utilisé en Italie avec un mix d'effets continentaux et tropicaux comme ici. Cependant, le FG42 type G n'a jamais été utilisé en Italie, celui-ci étant apparu trop tardivement. A noter qu'il n'existe aucune photo du FG42 avec la lunette spécialement développée pour la ZFG42. Certains parachutistes allemands pouvaient récupérer du matériel italien, du matériel de la Heer, voire même du matériel des Waffen-SS, mais ce n'était pas du tout réglementaire, d'où l'absence d'évocation ici. Apparu en 1939 mais développé à grande échelle après la campagne de printemps 1940, les bottes de saut second type furent très appréciées des troupes aéroportées, bien que la semelle lisse puisse poser des problèmes sur certains sols glissants. La chaussure est faite de cuir, qui peut être lisse, mais d'autres cuirs pouvaient être employés. Elles furent utilisées tout au long du conflit, car bien plus adaptées au terrain que les bottes de marche du reste de l'armée allemande. Elles seront portées avec une paire de chaussettes grises, le nombre de bandes blanches déterminant la pointure de la chaussette. Le pantalon tropical M41 est apparu dès l'arrivée de la Luftwaffe en Afrique du Nord pour éviter d'utiliser les effets en laine trop contraignants à porter en milieu aride. Ainsi, un pantalon en laine doté d'une grande poche sur la cuisse gauche fut conçu. Il dispose d'une ceinture intégrée qui se ferme tant bien que mal avec une boucle. Une sangle sur le bas de chaque manche permet de bloquer le pantalon contre le mollet au moment de serrer vos bottes de saut et donc de blouser les pantalons, ou le bloquer par-dessus la botte pour éviter que le sable ne rentre dedans. Ce type d'effet fut couramment utilisé en Italie, qui a un climat encore suffisamment chaud, surtout en été, pour éviter la laine. La chemise tropicale M41 fut conçue pour venir sous la vareuse M41, mais était tout à fait capable d'être portée seule, d'où la présence de passants et de boutons pour accueillir des pattes d'épaule. Les pattes de colle n'étaient cependant pas portées sur ce type de chemise. Cette chemise existait en deux modèles. Un modèle comme ici, qui s'ouvre partiellement sur l'avant, et un autre modèle s'ouvrira complètement, modèle plus largement distribué a priori. Sur la poitrine droite, nous retrouvons l'aigle réglementaire de la Luftwaffe, brodé sur un fond triangulaire, spécialement conçu pour ce type de chemise donc. Les pattes d'épaule permettent d'identifier le grade, Unterfeldwebel, et le corps d'armée, ici chasseur, avec un liseré jaune. La tresse du grade sera différente du modèle de la Heer, le tressage variant légèrement. Deux poches sur la poitrine permettent de transporter du petit matériel. Une montre Luftwaffe sera portée par notre soldat, non réglementaire, s'agissant d'un effet personnel. Mise en place en 1938, la blouse de saut était spécifique des parachutistes allemands. Elle permettait de plaquer l'équipement contre le soldat lors du saut pour le protéger. Mais au fil des entraînements, les parachutistes ont préféré mettre l'équipement par-dessus la blouse et la conserver, leur permettant d'être identifiables facilement par rapport à d'autres troupes de l'armée allemande, en plus d'avoir des poches supplémentaires. La blouse M38 est passée M40 puis M42 une fois que le short intégré a été supprimé.
Ainsi nous avons une blouse avec 4 poches fermées par zip, des boutons pression sont présents à l'emplacement de l'ancien short pour éventuellement le remettre en place, et sont également présents au bout des manches pour éviter que le vent ne s'introduise dans la blouse lors du saut. Malgré l'absence de saut depuis l'opération Mercure en Crète, les parachutistes ont gardé leur blouse tout au long de la guerre, d'où la présence sur notre soldat du FJR-3 ici en Italie. Un aigle de poitrine spécifique de la Luftwaffe sur fond gris-bleu sera placé sur la poitrine droite. Différentes coiffures étaient disponibles pour les Fallschirmjäger en 1944 en Italie, dépendant des stocks et des goûts de chacun. Le calot Luftwaffe tropical est un reste de l'Afrique du Nord, où le calot en toile venait remplacer le calot en laine. Il comporte un aigle Luftwaffe à son sommet et la cocarde nationale est à l'avant du calot. La casquette M43 est venue remplacer le calot à partir de 1943, mais les soldats avaient bien souvent les deux coiffures à disposition, ayant choisi de garder leur calot. La casquette M43, spécifique pour la Luftwaffe ici, pouvait avoir un ou deux boutons sur le rabat avant, et elle comporte un aigle brodé sur fond gris-bleu, placé au sommet de la casquette, sous lequel une cocarde tricolore sera placée. Le casque M38 est le casque spécifique des Fallschirmjäger tout au long de la guerre. Il sera peint en gris-bleu et aura 2 décalcomanies, puis une seule en 1940, puis plus du tout en 1942. Cependant, les décalcomanies existantes pouvaient ne pas être enlevées, les parachutistes étant plus libres que les autres corps d'armée de la personnalisation de leurs équipements. Cependant, la présence des 2 décalcomanies en Italie était assez rare. Un filet de camouflage sera placé par-dessus pour casser la forme du casque, et ainsi permettre au passage de mettre des branchages contre le casque. Notre Fallschirmjäger a choisi d'être léger, et ainsi éviter d'avoir un brelage léger supplémentaire. Un ceinturon en toile tressée utilisé par les soldats en Afrique du Nord permettra d'accueillir différents équipements. Notre soldat étant un sous-officier, il peut donc transporter une arme de poing, et a choisi le P38, transporté dans un holster souple en cuir noir. Ce holster permet de transporter un chargeur supplémentaire. Le Walther P38 était une arme en avance sur son temps. Mis en service en 1938, il sera distribué massivement à partir de 1942 pour remplacer le Luger P08 vieillissant. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque WE avec des petites améliorations maison. Chaque soldat pouvait percevoir une baïonnette Moser. La pelle pliante est apparue pour remplacer la pelle droite, jugée compliquée à transporter sur le brelage. Un sac à pain M31 en version Luftwaffe sera placé à l'arrière droit du brelage, qui permettra de transporter une ration de nourriture, voire même des effets personnels. Une gourde tropicale sera placée sur le crochet droit. Elle se distingue du modèle classique par sa sangle qui est réalisée en toile, permettant d'éviter le cuir en milieu aride. Il s'agit d'un bidon de 1 litre, contrairement aux 75 centilitres habituels, contenance plus adaptée pour des terrains chauds. Notre soldat a troqué son MP40 contre un Beretta M838 récupéré auprès de l'armée italienne avant que celle-ci ne change de camp pour rejoindre les alliés. Le Beretta M838A utilisait des chargeurs de 40 cartouches à double colonne qui pouvaient être transportés dans des porte-chargeurs spécifiques, mais aussi dans des porte-chargeurs fournis par les Allemands. Ainsi, le porte-chargeur de MP38 fut conçu pour transporter 6 chargeurs d'un coup. Il pouvait même être livré par paire, mais cela rendait le soldat très peu mobile. Les porte-chargeurs de MP40 en 3 compartiments sont utilisés massivement par l'armée allemande, et une version bleue fut disponible pour la Luftwaffe. Le Beretta M838A était une évolution du Beretta M838, développé par l'ingénieur Tullio Marangoni, et fut très apprécié de tous les utilisateurs de cette arme, celle-ci étant précise, le mode coup par coup et semi-automatique ayant été développé, contrairement au MP40, et elle utilisait la munition 9 mm Parabellum, comme de nombreuses armes allemandes de l'époque. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de chez Snowwolf retravaillée. Le Fallschirmgewehr 240 était beaucoup comparé au bar dans sa configuration, mais le bar était une arme de soutien, alors que nous sommes ici sur une arme individuelle, en avance sur son temps. 2000 exemplaires de cette arme furent fabriqués avant de passer sur une version G, qui n'a que peu vu le combat. Elle utilisait des chargeurs de 20 cartouches, stockés dans des porte-chargeurs développés pour l'occasion. Il pouvait transporter 8 chargeurs, soit 160 cartouches, lorsque le porte-chargeur de Moser ne permettait que de transporter 100 cartouches. En contrepartie, le porte-chargeur de FG42 était beaucoup plus lourd à transporter. C'est pour ça que certains parachutistes ne prenaient qu'un seul chargeur, pour ne transporter que des lames chargeurs de Moser 98K, le FG42 reprenant la même munition. Le FG42 était efficace à longue portée en tir au coup par coup, et sur son bipied servant d'appui, mais il n'était absolument pas recommandé d'utiliser le bipied pour un tir en rafale, celui-ci étant fragile et peu stable. La Crosse disposait d'un système d'amortisseur pour limiter le recul, mais ce n'était pas suffisant lorsque la cadence était trop élevée. La poignée du premier modèle n'était également pas pratique du tout, elle fut remplacée par une poignée en bois sur le modèle G, tout comme la Crosse en métal fut fabriquée en bois pour éviter de geler la joue du tireur dans des climats froids ou éviter de les brûler dans des climats arides. Les Fallschirmjäger étant une unité d'élite, ils étaient relativement libres de choisir leurs équipements en fonction de leurs envies, même si le chef de section pouvait donner des instructions plus contraignantes. Le FJR-3 fut engagé sur de nombreux fronts, mais notre Unterfeldwebel n'arbore aucune décoration sur lui, ayant choisi de ne pas prendre de Fliegerbluse ou de Varos Tropical M41. Mais s'il a participé à tous les fronts, nul doute qu'il doit avoir un joli tableau de chasse.
Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Je tiens à remercier Sweet Airsoft pour son soutien, et si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous pourrez retrouver les liens de mes pages Tipeee et MyTip. Cela permettra ainsi d'améliorer la qualité de mes vidéos, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniformes et de VIP. Salut! Oui, allô? Bah oui, 5 bières au moins. Je vais faire chez Meger. J'ai une bonne descente, ça veut dire.